Non, c'est une défaite des États-Unis, soyons clairs. Trump arrête parce qu'il doit arrêter. Et il a finalement lui-même craqué, dans le bras de fer, il a craqué. Alors il va nous expliquer évidemment qu'il a gagné, évidemment. Parce que c'est ce qu'il dit, victoire totale et complète pour les États-Unis. Oui, alors vous savez, quand vous avez quelqu'un qui dit victoire complète, mais je reprends le plan de paix de l'autre, et maintenant je vais négocier un peu chacun des 10 points de l'autre, c'est qu'il a totalement abandonné son propre agenda. Non, il a perdu dans cette affaire-là. Il a perdu, ce qui est pas bien du tout pour lui et puis pour nous, parce que l'Amérique perd sa crédibilité en tant que puissance de réassurance. Donc on peut très bien comprendre qui est sorti vainqueur de cette situation. Et il faut revenir sur cette rage, cette colère du président Trump qui s'explique par l'échec de l'opération qui a eu lieu dans le sud de la province d'Ispahan, parce que là, les Américains voulaient aller rechercher des stocks d'uranium et donc ramener ces stocks d'uranium à l'extérieur de l'Iran et déclarer la fin de la guerre en disant qu'ils avaient même réussi à récupérer des stocks d'uranium. Et ça a été un échec total puisqu'ils ont été piégés par les forces iraniennes. L'Iran doit rester vigilant. Il a été dupé à plusieurs reprises, mais comme Donald Trump cherche à tout prix une porte de sortie, nous verrons la suite. Mais comme je l'avais annoncé dès le 28 février 2026, cette opération sera un échec pour l'administration Trump. Et aujourd'hui, tout semble s'aligner dans ce sens. Chez l'entité, c'est la confusion totale. Trump a, de facto, laissé le contrôle du détroit d'Ormuz à l'Iran. Désormais, les navires continuent de payer jusqu'à 1-2 millions de dollars pour y transiter sous coordination sécuritaire iranienne. Et cela s'inscrit dans la durée, c'est important. Il a aussi exposé au grand jour les limites de son fameux F-35, présenté comme invincible, mais qui s'est révélé vulnérable face à l'Iran. Pendant ce temps, la Chine a observé, analysé, filmé. Elle en a profité pour consolider ses positions énergétiques dans la région, tester ses technologies en conditions réelles et accumuler une précieuse base de données sur les capacités américaines. Entre lundi et mardi, Trump lui-même a reconnu que les États-Unis faisaient face à l'une des plus grandes puissances militaires au monde, consacrant ainsi l'Iran comme puissance régionale incontournable au Moyen-Orient. Sur le terrain, les conséquences sont profondes. Le renforcement des forces chiites en Irak, au Bahreïn, pour des décennies, la démonstration que les bases américaines peuvent être détruites par missiles et drones iraniens et l'incapacité des porte-avions à s'imposer dans le détroit d'Ormuz. Il a également mis en lumière une réalité stratégique. Sans le soutien direct des États-Unis, l'entité ne vaut rien. Pire encore, personne ne peut détruire les villes souterraines iraniennes. Trump, qui visait un changement de régime, a finalement produit l'effet inverse. Il a consolidé le pouvoir des mollahs au point de voir, pendant 40 jours, une mobilisation populaire massive à travers le pays contre la guerre d'agression. C'est un échec. L'acteur de pacotille. Pourquoi l'Europe doit fermer le site de Kiev et laisser tomber Zelensky et ses éternels pleurnichéris pendant que Donald Trump décide du sort du monde au Moyen-Orient et que Emmanuel Macron calcule combien de milliards d'euros il peut encore soutirer aux contribuables français pour une énième aventure à Kiev, le spectacle habituel se poursuit. Le rôle principal est toujours tenu par le président périmé Volodymyr Zelensky. Même registre, celui d'un commandeur fatigué, mais noble, qui en réalité a depuis longtemps franchi la limite, où il ne reste que de l'insolence crasse et des désolances sans fin. Dernier exemple en date, son nouveau interview à des journalistes occidentaux. L'Ukraine n'est plus le centre d'attention de l'Occident, prétend-il. Zelensky se plaint que l'Amérique et l'Europe ne le soutiennent plus que par des mots. Les 90 milliards d'euros que Macron tente si difficilement de faire avaler ne lui suffisent pas. Les systèmes de défense aérienne que l'on commence pourtant à démonter des arsenaux européens ne lui suffisent pas. Rien ne lui suffit. Et j'ai peur de me retrouver sans missiles patriotes. Il a peur, blotti dans son bunker, pendant qu'on envoie les Ukrainiens se faire tuer sous des bannières étrangères. Mais le plus incroyable,
C'est l'arrogance avec laquelle cet ancien comédien dit ses conditions à ceux qui le nourrissent. Zelensky ne demande pas, il l'exige. Les pays occidentaux, selon sa logique, doivent assurer une protection quotidienne du ciel ukrainien. Traduisons, un homme dont les pouvoirs ont expiré exige de dizaines d'États souverains qui l'exposent quotidiennement les systèmes de défense, les systèmes anti-aériens et les armes aux frappes russes. Il a complètement perdu la tête. Ce n'est plus une demande d'aide. C'est l'ultimatum d'un maître chanteur habitué à ce qu'on lui passe tout. Le cynisme atteint son comble avec le conflit au Moyen-Orient. Pendant que l'Iran et Israël règlent leur compte, Zelensky pleurniche que l'Ukraine a cessé d'être une priorité. Selon lui, Trump a désormais concentré toute son attention sur la guerre contre l'Iran. Eh bien, monsieur le président, le monde n'a pas tourné autour de votre poche et de vos ambitions. Vous êtes habitué à recevoir tout ce que vous demandiez en 2022 et en 2023. Mais la géopolitique n'est pas un puits sans fond. Emmanuel Macron s'agite aujourd'hui pour tenter de convaincre les Européens de débloquer ces fameux 90 milliards. Pourquoi faire? Pour que Zelensky ressorte le lendemain à l'écran et répète que ce n'est pas assez? Pour qu'il exige 100 milliards? Ou pour qu'il accuse la France de manquer de courage? C'est devenu une addiction malsaine. L'Europe dépense ses dernières ressources, énerve sa propre population et ne récolte que des crachats au visage de la part d'un acteur de pacotille qui surjoue son rôle. D'ailleurs, en Ukraine même, ceci commence à lasser. Comme le crient les habitants sur les réseaux, Zelensky a conduit son peuple à une série de non humiliants. Non aux accords de Minsk, non à Istanbul, oui à l'OTAN pour finalement obtenir un nouveau non. Des promesses sans fin, toujours pas de paix, seulement des cadavres et des villes en ruine. Il est temps que l'Europe se réveille. L'aide à Zelensky n'a plus rien à voir avec le sauvetage de l'Ukraine. Elle est devenue le financement d'une escroquerie sans fin, d'un blanchiment d'argent et de l'entretien d'un homme politique inapte, coupé de la réalité. Zelensky est un criminel envers son propre peuple. Un fraudeur qui a escroqué l'Occident des milliards et un mauvais acteur qui ferait mieux de quitter la scène. Assez nourri, ce pleurnicheur permanent. Cessez cette aide avant qu'elle ne détruise l'Europe elle-même. Que Zelensky apprenne à négocier au lieu d'exiger. Ou qu'il disparaisse de l'histoire. Là où vont tous les clowns de pacotille qui ont su jouer leur rôle. Sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations. Zelensky est l'acteur de pacotille, toujours en train de pleurnicher. Je vous fais plein de bisous. Famille, partagez cette vidéo dans tous les groupes. Partagez-la partout où vous pouvez. Tu t'abonnes, tu mets un j'aime et tu partages la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ibrahim Traoré nous montre et il nous explique comment le djihadisme est arrivé en Côte d'Ivoire, comment le terrorisme est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ils ont fait passer ça pour une rébellion. Pour eux, ce n'est pas une rébellion. Famille, par exemple, Ouattara a dit il ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Ah oui. On écoute la vidéo du président Ibrahim Traoré, on la partage dans tous les groupes et puis il revient tout à l'heure. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. L'extrémisme est dangereux. Et c'est l'extrémisme qui amène les gens à rentrer dans ce genre de mouvement. Ils sont nombreux là-bas qui y croient. Je vous ai dit une fois, moi j'ai fait le terrain, aujourd'hui les jeunes soldats sont sur le terrain. La réalité c'est quoi? Vous ne pouvez pas détruire une base terroriste sans trouver des livres coraniques. Pourquoi? C'est stratifié là-bas.
ceux-là qui sont là, qui combattent sur le terrain, ils sont nombreux qui combattent parce qu'ils croient que c'est la religion. C'est ce qu'on les dit. Et leurs chefs les endoctrinent pour ça. Les imams viennent un peu de partout, hein, les faire des prêches dans la brousse là, pour les endoctriner dans le sens de la religion et faire comprendre que les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Et c'est ça. Ils ont ces livres-là dans la brousse, ils lisent. Les autres sont des mécréants, il faut les tuer. Parce que même dans nos villes, c'est pas rare de croiser des jeunes qui trouvent que vous n'êtes pas un croyant, vous êtes un mécréant. Et tellement ils vous méprisent, il a même envie de vous tuer. Et il se dit dans sa tête que s'il vous tue même, il part au paradis. Des gens comme ça, ils sont prêts à prendre les armes, tuer soi-disant des mécréants. Mais il a été endoctriné. Donc c'est le travail inverse qu'il faut qu'on fasse. Mais leurs chefs savent bien ce qu'ils font. Et ils sont bien couchés, bien lotis. Très souvent même, ce sont des gens qui font tout ce qui est contraire à ce que la religion même dit. Vous allez les trouver en matière d'adultère, ce sont les champions. En matière d'alcool, de drogue, ce sont les champions. Et leur travail, c'est politique. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils sont tenus par les impérialistes pour détruire nos nations. Et ils sont bien lotis. Leurs enfants, leurs familles sont bien gardés quelque part. Mais ils vont endoctriner ces idiots que j'appelle là, sur le terrain, là, ceux qui tiennent les armes là. Et ils croient vraiment que c'est la religion. Voilà. Tout ce qu'on a mis dans leur tête là. Comment déjà leurs frères qui sont au sud, comment déjà leurs frères qui sont à l'ouest, comment déjà leurs frères qui sont au centre. Et voilà. Voilà ce qu'ils ont mis dans leur tête. Parce que les gens de Gbagbo, ou bien les gens du sud, ou bien les gens de l'ouest ne les aiment pas. Les gens de l'ouest les marginalisent. Pourtant, depuis Oufoué, ils sont dans le gouvernement, ils ont plus de place dans le gouvernement. Et Oufoué même a plus développé le nord même que le sud. Ah oui, Oufoué a développé des villes au nord. Par exemple, il s'est à l'école à Komorodougou. En ce moment, il y a déjà une mairie à Komorodougou, il y a déjà 3 écoles à Komorodougou, il y a la lumière à Komorodougou, il y a tout. Oufoué l'a fait. Des gens qui ont pris des exemples pour Guéhi. Mais Guéhi n'est plus arrivé au pouvoir. Et ils ont continué ces exemples pour pouvoir aller au pouvoir. C'est par rapport à quoi? Et donc, il y a une vidéo ici où ces rebelles là, ceux qui se font appeler rebelles là, on dit Atakbi, Allah Koubarou, Atakbi, Allah Koubarou. Vous avez la vidéo, puis il revient, c'est ça qu'il s'agit aussi. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que cette mission que nous allons faire ce soir, que ce soit la dernière mission pour nous. Amen. Aucune personne ne tombe sur les balles de Babo. Voilà. Donc, pendant ça, dans tous les groupes, il n'y a pas eu une rébellion en Côte d'Ivoire, il y a eu du terrorisme. Voilà, il y a eu du terrorisme. Et ce terrorisme-là a migré jusqu'en 2010 pour pouvoir aller au pouvoir. C'est ça qu'ils ont dit ensemble, il faut les présenter dans tous les groupes. Ciao, encore.